Ma famille a volé mon héritage pour couvrir les dettes de mon frère. Ils ne savaient pas que j'avais tout enregistré. Au dîner, mes parents ont exigé que je m'excuse auprès de leur fils en or. Ou que je perde mon éducation. J'ai dit, très bien. À l'aube, j'avais fait mes valises. Le visage de mon frère est devenu blême. S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas envoyé. Papa s'est figé. Envoyer quoi? Quand mon père a fait glisser le papier sur la table du dîner, comme si c'était un mandat d'arrêt. J'ai failli rire. Pas parce que c'était drôle. Mais parce qu'une petite partie stupide de moi pensait encore que cette famille avait des limites. Un fond qu'elle n'atteindrait pas. J'avais tort. Il n'y avait pas de fond. Juste des étages que je n'avais pas encore traversés dans ma chute. Signe-le, a-t-il dit. Ma fourchette s'est immobilisée au-dessus de la purée. Maman continuait de sourire au poulet rôti, parce que chez nous, le déni était pratiquement un plat d'accompagnement. Brandon s'est adossé à sa chaise, une cheville sur le genou, arborant ce même sourire paresseux de Golden Boy. Celui qu'il avait sorti de chaque voiture accidentée, de chaque chèque sans provision. Et de chaque ex-petite amie hurlante depuis la seconde. Le papier disait que je reportais volontairement mon semestre d'automne à l'université Ellison. Volontairement. J'avais eu 3 emplois pour obtenir cette lettre d'admission. Je nettoyais des bureaux la nuit. Je donnais des cours particuliers à des enfants de riches qui m'appelaient « la boursière » en face. Comme si c'était un compliment. Et je gardais chaque pourboire du restaurant dans une boîte à café sous mon lit. Ellison était censé être ma porte de sortie. Au lieu de ça, mon père se tenait devant, un stylo à la main. Pourquoi signerais-je ça, ai-je demandé. Sa mâchoire s'est crispée. Parce que la famille passe avant tout. Il voulait dire que Brandon passait avant tout. Il l'avait toujours fait. Je m'appelle Ava Whitfield. J'avais 20 ans, j'étais en 2e année d'université, et jusqu'à ce soir-là. Je pensais que mon plus gros problème était de pouvoir me payer les manuels scolaires. Je veux que vous compreniez quelque chose, avant de vous raconter le reste. Je n'étais pas la personne dramatique. Je n'étais pas celle qui appelait la police contre ses ex. Ou qui postait des vidéos en pleurs en ligne. J'étais celle qui obtenait de bonnes notes en silence, et qui gardait les reçus. Littéralement. Je gardais chaque reçu, chaque fiche de paie, chaque message texte. Car j'avais appris il y a longtemps que dans ma famille, la mémoire était un champ de bataille. Et celui qui contrôlait le récit, gagnait. Brandon avait 2 ans de plus que moi, et n'avait jamais gardé un emploi plus de 4 mois. Il avait détruit 2 voitures. Abandonné un programme de commerce pour lequel mes parents avaient payé 30 000 $. Et s'était fait prendre une fois à vendre de faux billets de concert sur une application de revente. À chaque fois, mes parents appelaient ça une « mauvaise passe ». Quand j'ai eu un B+ en chimie avancée, ma mère m'a demandé ce qui s'était passé. Notre grand-mère, Evelyn Whitfield, était la seule personne dans cette maison qui m'ait jamais regardé comme si je n'étais pas une déception en puissance. Elle est morte 14 mois avant ce dîner. Un cancer du pancréas, rapide et cruel. Le genre qui ne vous laisse pas le temps de dire les choses que vous vouliez dire. À ses funérailles, mon père a pleuré si fort que 2 placiers ont dû l'aider à s'asseoir. Je me souviens avoir pensé, à ce moment-là, que c'était la chose la plus humaine que je lui ai jamais vu faire. Je ne savais pas encore que le chagrin et la culpabilité peuvent paraître identiques. De l'autre côté d'un salon funéraire. Le premier signal d'alarme est apparu 6 mois avant le dîner, en février. Brandon m'a demandé d'emprunter ma carte de sécurité sociale pour aider avec des papiers d'assurance, pour une voiture qu'il achetait. Je la lui ai donnée. Parce que c'est ce que l'on fait quand on a passé sa vie à s'entendre dire que refuser vous rend difficile. 2 semaines plus tard, j'ai remarqué une enquête de crédit sur mon dossier. Je ne reconnaissais pas la société de prêts étudiants. Je me suis dit que c'était probablement une erreur, une simple faute de frappe. Rien de quoi perdre le sommeil. C'était la première fois que je me mentais à moi-même. Ce ne serait pas la dernière. En mars,
j'ai commencé à vérifier mon dossier de crédit de manière obsessionnelle. Comme on vérifie un bleu pour voir s'il fait encore mal. Il faisait encore mal. Il y avait maintenant 2 prêts à mon nom, d'une société appelée Meridian Student Funding. Totalisant près de 11,000 $, versés sur un compte que je ne reconnaissais pas. Mes mains étaient froides quand j'ai appelé le numéro sur le relevé. Une voix enregistrée m'a dit que le compte était en règle. Et de contacter mon gestionnaire de prêt pour toute question. Le vol d'identité, ça arrive aux étrangers, me suis-je dit. Pas aux gens dont le frère a le même deuxième prénom que le titulaire du compte indiqué. J'ai essayé de régler ça discrètement. J'ai appelé la ligne antifraude de Meridian et j'ai attendu 51 minutes. Mon téléphone moite contre ma paume. Avant qu'un représentant ne me dise qu'il me faudrait des documents notariés et un rapport de police pour contester les prêts. Un rapport de police signifiait nommer quelqu'un. J'ai raccroché sans dire qui je suspectais. Je n'étais pas encore prête. En avril. Brandon est arrivé au dîner de Pâques dans un Ford F-150 qu'il disait avoir acheté avec du travail acharné et un bon vendeur de voitures d'occasion. Il avait des plaques temporaires. J'ai fait le calcul dans l'allée, pendant que tout le monde rentrait. Un camion comme ça ne vient pas de l'argent d'un bon vendeur. Ça vient de l'argent réel. De l'argent soudain. Les gens financent des camions tout le temps, me suis-je dit. Tout le monde finance tout. C'est normal. Puis j'ai trouvé les reçus du prêteur sur gage dans la boîte à gants en cherchant un chargeur de téléphone. Pas pour des outils, pas pour une guitare. Mon ordinateur portable. Mon appareil photo. Tous deux mis en gage la même semaine où les prêts ont touché mon dossier de crédit. Tous deux dans un magasin à 40 minutes de chez nous, loin de là où vivait Brandon. Mon estomac est tombé si vite que j'ai dû m'asseoir sur le bord de l'allée. La tête entre les genoux, l'odeur du jambon de Pâques s'échappant de la porte d'entrée ouverte. Comme si de rien n'était dans le monde. Je l'ai confronté ce soir-là dans la cuisine, la voix tremblante. Brandissant le reçu du prêteur sur gage comme une preuve dans un procès dont j'étais la seule à connaître l'existence. Il l'a regardé, m'a regardé, et a dit, « Tu es paranoïaque. » Puis il est parti comme si je l'avais accusé de voler un biscuit. Je n'ai pas appelé la police. Je me suis dit qu'il me fallait plus de preuves avant que quiconque me croie, moi. Plutôt que Brandon. J'avais raison sur ce point. J'avais tort sur tout le reste. En mai, j'ai commencé à fouiller le bureau de papa quand personne n'était là. Ce qui semble froid maintenant, mais qui, à l'époque, me paraissait la seule réponse saine qui me restait. La plupart des tiroirs du classeur étaient verrouillés. Un seul ne l'était pas. À l'intérieur se trouvaient des documents de refinancement pour la maison. Une maison que j'avais grandi en croyant que mes parents possédaient entièrement. Payée il y a des années par la famille de grand-mère. Il y avait 2 refinancements. Un 18 mois avant la mort de grand-mère, un autre 4 mois après. Je me suis dit que refinancer n'était pas un crime. Les gens refinancent pour toutes sortes de raisons, rénovation, facture médicale. Planification de la retraite. J'ai quand même photographié les documents, parce qu'un instinct en moi. Un instinct animal fatigué et méfiant, me disait, garde une trace. En juin. Ma mère a laissé l'iPad familial ouvert sur le comptoir de la cuisine pendant qu'elle prenait sa douche. Je ne fouinais pas, je cherchais une application de liste de courses. Au lieu de ça, j'ai trouvé un fil de courriel entre elle et une femme nommée Carole Denny. Une notaire avec qui ma mère travaillait dans son ancien bureau immobilier. L'objet disait, correction acte de propriété. À garder entre nous. J'ai lu 4 lignes avant que mes mains ne se mettent à trembler si fort que j'ai dû poser la tablette. Une correction d'acte sur une maison. La maison de ma grand-mère. Celle dont elle disait, mi-sérieuse, mi-plaisantant, cet endroit ira à 20 un jour. Quand la vérité deviendra nécessaire. J'avais toujours supposé qu'elle parlait sentimentalement. Je n'avais jamais imaginé, pas une seule fois, qu'elle parlait légalement. Je me suis dit que je lisais mal. Je me suis dit ça pendant 11 jours. Parce que l'alternative était d'accepter que mes parents avaient falsifié quelque chose.
Puis j'ai conduit 40 minutes jusqu'au bureau du cadastre du comté pendant ma pause déjeuner. J'ai payé 4 $ pour une copie certifiée de l'acte de propriété actuel. Et je me suis assise dans ma voiture sur le parking à lire un langage que je comprenais à peine. Sauf une partie que je comprenais parfaitement, cédant, succession d'Evelyn Whitfield. Bénéficiaire, Michael D. Whitfield. Le nom de mon père. Pas le mien. Nulle part dans ce document ne figurait mon nom. En juillet, j'avais arrêté de confronter qui que ce soit. Confronter les gens n'avait jamais fonctionné dans cette famille. Ça ne faisait que les avertir. Au lieu de ça, j'ai constitué un dossier. Je suis par nature une personne organisée, du genre à utiliser des codes couleurs. Et j'ai transformé cet instinct en la seule arme que j'avais. J'ai tout scanné, les reçus du prêteur sur gage, les documents de prêt de Méridian. Les 2 documents de refinancement, l'acte de propriété. Des captures d'écran de l'email entre ma mère et Carole Denny. Une photo de la boîte inifugée dans le bureau de mon père sur laquelle j'avais remarqué une toute nouvelle serrure. J'ai aussi fait quelque chose dont je ne suis pas fier, et que je referai sans hésiter. J'ai appelé le bureau de l'avocat de la succession de ma grand-mère, et j'ai demandé. Aussi vaguement que possible. Si les bénéficiaires étaient toujours informés des distributions d'actifs. La parajuriste qui a répondu, une femme à la voix aimable et fatiguée, m'a dit que si j'avais des raisons de croire que j'étais une bénéficiaire désignée n'ayant pas reçu l'avis requis, je devais parler à un avocat immédiatement, car la loi de Géorgie l'exigeait. Je n'avais pas d'avocat. J'avais une boîte à café pleine de pourboires et un dossier de preuves que j'étais terrifié d'utiliser. Alors, j'ai fait la seule chose qui me semblait survivable. J'ai attendu, je me suis préparé, et je n'ai rien dit à personne, pas même à tante Renée. La sœur de ma mère. La seule adulte dans cette histoire qui ne m'ait jamais fait sentir comme une déception. Je l'aimais trop pour lui tendre une grenade avant de savoir comment retirer la goupille en toute sécurité. J'attendais encore, le soir où mon père a fait glisser ce papier sur la table. Il a vendu mon ordinateur portable, ai-je dit à ce dîner. Et mon appareil photo. J'ai trouvé les reçus dans son camion. Le dossier était déjà dans mes brouillons de mai, intact. Avec 3 envois programmés qui attendaient, comme des agents dormants. Brandon a ri, doucement, facilement. La voilà qui recommence. Toujours aussi dramatique. La paume de papa a frappé la table assez fort pour faire sauter les verres d'eau. Tu t'excuseras auprès de ton frère ce soir. Ou nous te coupons les vivres. Plus de frais de scolarité, plus de logements co-signés. Plus de voitures, rien. Ils pensaient encore que j'avais besoin d'eux. C'était la dernière erreur qu'ils auraient le luxe de commettre. J'ai plié le formulaire de report en 2, puis encore en 2. Les battements de mon cœur étaient si forts que j'étais sûr qu'ils pouvaient les entendre. Ava, ne rends pas les choses plus difficiles, a murmuré ma mère, sans me regarder. Fixant le poulet rôti comme s'il pouvait la sauver. Dis que tu as menti, a dit Brandon. Ensuite, on pourra tous manger. Je me suis levé. Mes genoux tremblaient si fort que j'ai dû les verrouiller. Ma voix est sortie plate et calme, la plus calme que j'ai jamais eue de ma vie, ce qui, sur le moment, m'a semblé être une sorte de miracle. Très bien, ai-je dit. Mon père a souri, victorieux, attrapant déjà sa fourchette comme si l'affaire était close. Brandon m'a même fait un clin d'œil. Aucun d'eux ne m'a vu ouvrir mon téléphone sous la table et appuyer sur « Envoyer » pour le premier email. Celui adressé à un nom que j'avais trouvé 3 semaines plus tôt sur le site web de la division des crimes financiers du comté. Détective Monsieur Voss. Au lever du soleil. Ma chambre était emballée dans 2 sacs poubelles et une vieille valise à roulettes avec une roue cassée. Je n'avais pas dormi plus de 20 minutes. À 5h48, Brandon a fait irruption dans l'embrasure de ma porte, pieds nus, pâle comme du lait. Tenant son téléphone comme s'il l'avait mordu. S'il te plaît, dis-moi que tu ne l'as pas envoyé, a-t-il dit. Mon père est apparu derrière lui en robe de chambre, agacé d'être réveillé. Envoyer quoi? Puis ma mère a crié d'en bas. Un son si aigu qu'il a fait taire toutes les disputes de cette maison en un instant.
nous sommes descendus en courant ensemble, une vilaine petite parade. Elle se tenait dans le hall d'entrée en chemise de nuit, regardant par la fenêtre. Une berline noire était garée au bord du trottoir. Derrière elle, le SUV argenté de tante Renée. Derrière ça, une voiture de police banalisée, son gyrophare éteint mais présent. Ce qui semblait en quelque sorte pire que s'il avait clignoté. Mon père m'a regardé lentement. De la manière dont on regarde quelque chose que l'on ne réalise que maintenant comme pouvant être dangereux. Ava, qu'as-tu fait? J'ai serré la poignée de ma valise si fort que mes jointures sont devenues blanches. Je me suis protégé. Il s'est placé devant la porte, la bloquant avec son épaule. Et pour la première fois de ma vie, j'ai compris physiquement, dans mon corps, qu'il était plus grand que moi, et qu'il l'avait toujours su. Tu ne pars pas avant d'avoir expliqué. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à vibrer, puis à vibrer encore, et n'a plus cessé. Le comptoir de la cuisine derrière moi bourdonnait comme un nid de guêpes dérangées, email, SMS. Appel manqué. Ma tante. Le bureau d'aide financière de mon université. Un numéro que j'avais enregistré 3 semaines plus tôt sous « Avocat Succession », Pina. Une femme d'une unité d'enquête sur la fraude aux prêts étudiants dont le nom, Priya Shah. J'avais mémorisé à 3 heures du matin il y a des semaines. Parce que la terreur vous rend organisé comme rien d'autre ne le fait. Le visage de Brandon a pris la couleur du ciment humide. Tu as envoyé le dossier. Quel dossier? A sèchement demandé papa. Celui avec les demandes de prêts falsifiés, ai-je dit, et pour la première fois de ma vie. J'ai vu ma voix faire tressaillir mon père. Les reçus du prêteur sur gage, les relevés de fiducie de grand-mère. Les fausses demandes de remboursement médical que vous avez utilisées pour la vider. L'acte de propriété. La main de ma mère a volé à sa bouche. Ses yeux n'étaient pas choqués. Ils étaient fatigués. Fatiguée d'une manière qui me disait qu'elle savait que ce moment arriverait depuis longtemps. Et qu'elle avait simplement espéré qu'il arriverait à la famille de quelqu'un d'autre. Cela m'a fait plus peur que mon père ne l'avait jamais fait. Tante Renée a martelé la porte assez fort pour faire vibrer la vitre. Michael, ouvre cette porte avant que je ne casse la fenêtre. Mon père m'a attrapé le bras. Pas assez fort pour laisser un bleu. Assez fort pour me rappeler une dernière fois qui était aux commandes. Annule ça, a-t-il dit. Je ne peux pas. Si, tu peux. Non, ai-je dit. J'ai programmé 3 envois. Le premier est déjà parti aux personnes qui peuvent vraiment enquêter. Le deuxième part à midi à chaque parent et chaque donateur qui a un jour donné de l'argent. À Brandon pour un nouveau départ. Le troisième part ce soir à un journaliste du Ledger qui couvre les crimes financiers. Brandon a émis un son que je n'avais jamais entendu un homme adulte faire. Quelque chose entre un rire et un sanglot. Espèce de psychopathe. Ava, s'il te plaît, a dit ma mère, les yeux humides maintenant, enfin. Tu ne comprends pas ce qui va se passer si ça sort. Alors, dis-le-moi, ai-je dit. Dis-le-moi tout de suite, ou laisse la femme avec le badge me le dire à ta place. Le réfrigérateur a ronronné dans le silence qui a suivi. C'est une chose étrange de se souvenir du bruit d'un réfrigérateur pendant les 5 pires minutes de sa vie. Mais je m'en souviens. Je m'en souviens exactement. Diane, ne fais pas ça, a prévenu mon père. Ma mère m'a regardé quand même et a prononcé la phrase qui a fendu toute mon enfance en deux. De la manière dont un os se fend quand il se brise de la mauvaise façon. Ta grand-mère ne t'a pas seulement laissé cette fiducie. Elle t'a aussi laissé cette maison. A-t-on? Non. Effective. Le jour de tes 18 ans. Pendant une seconde, aucun des mots ne se connectait à quelque chose de réel. La maison que j'avais récurée après les fêtes de Brandon. La maison où mon père m'avait dit que j'étais ingrate de vouloir une porte de chambre verrouillée. La maison qu'il venait de menacer, 40 minutes plus tôt, de s'assurer que je n'y revienne jamais. La mienne. Elle était à moi depuis mes 18 ans, et ils le savaient tous. La sonnette a retenti. À travers la vitre, j'ai vu une femme en blazer bleu marine tenant un badge.
calme d'une manière qui faisait paraître tout le monde dans le hall déséquilibré en comparaison. À côté d'elle se tenait tante Renée, pleurant et furieuse à parts égales. Mon père a regardé Brandon. Brandon a regardé les escaliers. Puis il a foncé tout droit vers le bureau de mon père et la boîte inifugée dont lui seul avait toujours eu la clé. La détective Mara Voss travaillait à la division des crimes financiers du comté depuis 12 ans. Les 4 dernières années spécialisées dans la fraude envers les personnes âgées et le vol de succession. J'apprendrai tout cela plus tard. Dans une petite salle d'interrogatoire stérile avec du mauvais café. Mais même dans l'embrasure de la porte de la maison de mon enfance. Elle avait le calme spécifique de quelqu'un qui s'est tenu dans une centaine de halls exactement comme le nôtre. Et qui n'a jamais été surpris par ce qui se trouvait derrière les portes que les gens claquaient. Elle a frappé une fois. Tante Renée s'est engouffrée dès que ma mère a tourné la serrure. « Ava » a dit tante Renée. Prenant mon visage entre ses mains comme si elle vérifiait que j'étais encore entière. « Est-ce qu'il t'a touché ?»« Je vais bien, ai-je dit. Bien que mon bras brûlait encore là où les doigts de mon père avaient été. La détective Voss s'est présentée avec le genre de calme propre et procédural qui rendait mon père encore plus frénétique en comparaison. Un officier en uniforme, l'adjoint Ruiz, se tenait dans le couloir, ne touchant à rien. Juste observant. Ce qui semblait en quelque sorte plus menaçant que s'il avait eu la main sur sa ceinture. Du bureau venait le bruit de tiroirs qui claquaient, puis les jurons de Brandon. Il détruit des preuves, ai-je dit. Personne ne détruit rien, a aboyé mon père. Se dirigeant déjà vers le couloir comme s'il pouvait physiquement annuler les 5 dernières minutes. La détective Voss l'a regardé avec quelque chose qui frisait l'ennui. Alors, écartez-vous, monsieur Whitfield. Pour une fois dans sa vie, mon père n'a pas contrôlé une pièce simplement en élevant la voix. L'adjoint Ruiz l'a dépassé. Tante Renée a suivi. Et moi aussi. Parce que j'en avais fini d'obéir à un homme en robe de chambre qui avait passé 1 an à voler sa propre mère décédée en appelant ça de l'amour. Brandon était à genoux à côté de la boîte inifugée. Les mains tremblant si fort qu'il peinait à insérer la clé en laiton dans la serrure. Quand il nous a vus, il a essayé de pousser une pile de papier sous le bureau avec son pied. Ce qui est exactement aussi fluide que ça en a l'air, c'est-à-dire pas du tout. Les mains où je peux les voir, a dit la détective Voss. Il s'est figé. C'est une affaire de famille. Tante Renée a ri une fois, un rire amer comme du café brûlé. Les funérailles de notre mère aussi. Tu as quand même volé pendant. La détective Voss a ouvert la boîte avec des mains gantées. À l'intérieur, des enveloppes, des certificats notariés, des relevés bancaires. Et un acte de propriété plié avec l'écriture en boucle de ma grand-mère sur le devant. Au stylo à billes bleues. Pour Ava, quand la vérité deviendra nécessaire. Ma gorge s'est nouée si vite que j'ai dû me rappeler de respirer. Mon père a fixé le document comme s'il était sorti de terre. La détective Voss m'a tendu l'enveloppe avec ses doigts gantés. Vous pouvez la lire maintenant, ou votre avocat pourra l'examiner avec vous plus tard. Je veux la lire maintenant, ai-je dit. La lettre de ma grand-mère était courte. Elle écrivait comme elle parlait, chaleureuse, directe, sans aucune patience pour les absurdités. Elle écrivait qu'elle avait vu mes parents qualifier mon silence de défaut et l'insouciance de Brandon de « potentiel » pendant 20 ans. Et qu'elle en avait assez de faire semblant de ne pas remarquer. Elle avait mis la maison et la fiducie pour l'éducation à mon nom parce qu'elle croyait que je construirais une vie avec. Et non que j'en parierais une. De la même manière qu'elle avait déjà vu Brandon gaspiller 3 nouveaux départs distincts. Financés par de l'argent qui n'était pas le sien non plus. Puis est venue la ligne qui m'a brisé, au milieu du hall de mon enfance, devant une détective. Un adjoint, et la famille qui m'a élevé comme une dette à recouvrer. S'ils te font un jour te sentir sans abri dans une maison que je t'ai laissée. Souviens-toi de ceci, l'amour ne t'oblige pas à rester là où tu es utilisé. J'ai pleuré de la manière laide et humiliante, celle qui vous coupe le souffle. Pas le genre gracieux des films. Tante Renée m'a attiré contre son épaule, et pour la première fois de la matinée. J'avais quelqu'un à mes côtés qui n'essayait pas de vendre des morceaux de moi pour maintenir la paix.
Mon père a tenté un dernier angle. Sa voix montant vers le registre qu'il utilisait pour mettre fin aux disputes. Cette lettre ne prouve rien. Evelyne était confuse vers la fin. Le cancer, les médicaments. La détective Voss a sorti un autre document de la boîte sans lever les yeux. L'acte de transfert de propriété notarié. Daté de 14 mois avant le décès de votre belle-mère et attesté par 2 personnes. Dont aucune ne semble médicalement compromise, dit le contraire, Monsieur Whitfield. Ma mère s'est affaissée dans le fauteuil de lecture près de la bibliothèque. Comme si ses jambes avaient simplement cessé de vouloir la porter. Voici la machine hideuse, exposée en plein jour. Telle que je l'ai finalement comprise au fil des semaines d'entretien. De documents et d'une très longue déposition civile. Ma grand-mère m'avait légué la maison et avait financé une fiducie d'éducation distincte d'une valeur d'un peu plus de 2 cents. 000 $ 2 ans avant sa mort. Mon père l'a appris après ses funérailles et a paniqué. Car lui et ma mère avaient discrètement refinancé leur propre maison à 2 reprises pour suivre le rythme des désastres de Brandon. Le programme de commerce qu'il a abandonné après un semestre. Les pertes de jeu qu'il appelait, de la malchance aux cartes. Les honoraires d'avocat privé après qu'il se soit fait prendre à revendre des billets contrefaits. Le camion, et une bague de fiançailles pour une fiancée qui, il s'avérerait, l'avait déjà quitté 2 fois auparavant. Il ne pouvait pas toucher une maison qui n'était pas la leur. Il ne pouvait pas vider une fiducie avec des registres attachés. Alors, mon père a falsifié ce qu'il a appelé plus tard, pour sa propre défense. Un acte de correction. Prétendant que ma grand-mère avait eu l'intention de tout lui laisser et avait simplement manqué de temps pour corriger les papiers. Ma mère a fait certifier une signature par son ancienne collègue, Carole Denny, qui perdrait plus tard sa licence de notaire et ferait face à ses propres accusations pour cela. Brandon, qui était à la fois trop irresponsable pour garder un emploi et parfaitement capable d'exécuter une fraude au prêt, a ouvert 2 prêts étudiants à mon nom en utilisant ma carte de sécurité sociale et une vieille carte d'étudiant expirée. Et a canalisé les versements sur un compte que mon père contrôlait, qui s'est ensuite vidé. Petit à petit, pour couvrir les dégâts de Brandon. Mon éducation n'avait jamais été réellement menacée à cette table. Elle avait déjà été volée, des années auparavant, puis brandie devant moi comme une laisse. Pour que je reste assez petite pour ne pas remarquer le collier. Le détail qui a finalement réduit au silence tout le hall est venu de tante Renée. Et ce fut le rebondissement qu'aucun de nous n'avait vu venir, y compris moi. Et j'avais pourtant passé 6 mois à me préparer pour cette matinée précise. Elle a sorti une petite clé USB de son sac à main et l'a tendue à la détective Voss. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé mon père, et pour la première fois de la matinée, sa voix s'est réellement brisée. « La caméra de la cuisine de maman, » a dit tante Renée. « Tu te souviens que nous l'avions installée après qu'elle ait commencé à tomber pour que quelqu'un puisse veiller sur elle à distance. Elle enregistrait aussi l'audio. Michael. Tout. Y compris l'après-midi où tu es allé chez elle, 3 jours avant sa mort. Et que tu lui as hurlé dessus pendant 40 minutes à propos de la fiducie. Mon père est devenu de la couleur du mur derrière lui. La voix de tante Renée a tremblé, mais elle n'a pas détourné le regard de lui. Tu lui as dit qu'Ava ne survivrait jamais sans que tu gères tout pour elle. Elle t'a dit qu'Ava survivrait à la minute exacte où elle s'éloignerait de toi. Brandon a laissé tomber sa tête dans ses mains. Pendant une étrange seconde. Je me suis demandé s'il avait jamais vraiment cru à sa propre performance de Golden Boy. Ou si une partie de lui avait toujours su exactement ce qu'il était. Puis il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la haine. Et le peu de sympathie qu'il me restait pour lui a fait ses valises et a franchi la même porte que j'allais emprunter. « Tu as ruiné ma vie », a-t-il dit. « Non », ai-je répondu. J'ai juste arrêté de te laisser utiliser la mienne. L'adjoint Ruiz l'a conduit dans le couloir après que la détective Voss ait trouvé 3 avis d'approbation de prêt non signés dans son sac à dos. Toujours dans la poche avant où il avait apparemment prévu de les attraper et de s'enfuir. Il n'essayait pas de protéger notre père. Il essayait de se protéger lui-même. Son nom figurait également sur l'une des demandes de transfert. Même sa panique, à la fin, était égoïste. C'était logique.
Mon père n'a pas été menotté ce matin-là. Les enquêtes avancent plus lentement que la rage, la détective Voss l'a très clairement indiqué. Mais on lui a dit, devant nous tous, de ne plus retirer aucun document de la propriété. De ne pas contacter la notaire ou le bureau de l'avocat de la succession. Et de ne plus me menacer sous quelque forme que ce soit, par écrit ou autrement. Regarder une étrangère expliquer calmement les conséquences à l'homme qui avait régné sur chaque table où je m'étais assise ne ressemblait pas encore à une victoire. C'était comme si le sol se remettait à niveau pour la première fois de ma vie. Ma mère m'a suivi sur le porche quand j'ai finalement sorti ma valise, dans une matinée qui était, d'une manière ou d'une autre, incroyablement, devenue un jour de juillet ordinaire. Des oiseaux, l'arroseur d'un voisin, l'odeur de l'herbe coupée. « Ava, a-t-elle dit, j'avais peur. Ton père disait que nous allions tout perdre. » J'ai regardé la maison en briques qui brillait dans la lumière matinale. Depuis le trottoir. Elle ressemblait à n'importe quelle autre maison de famille sûre et ordinaire du quartier. C'était, ai-je réalisé, exactement le but. Ça l'avait toujours été. Vous avez tout perdu, ai-je dit. Vous l'avez juste perdu en protégeant la mauvaise personne. Tante Renée m'a ramené à son appartement, a fait un café assez fort pour décaper de la peinture. Et m'a laissé dormir sur son canapé sous une couette qui sentait la lessive à la lavande et la sécurité. Qui sont apparemment la même odeur quand on n'a jamais eu ni l'un ni l'autre. Quand je me suis réveillé 7 heures plus tard, mon téléphone avait 91 nouveaux messages. Certains parents m'ont traité de cruel pour avoir étalé les affaires de famille. Plus d'entre eux, discrètement dans des textes séparés, ont admis qu'ils avaient toujours soupçonné que quelque chose n'allait pas. Et n'avaient pas su comment le dire. Le coordinateur de l'aide financière de mon université, Denis Oa, a écrit que mon inscription resterait pleinement sécurisée pendant que la plainte pour fraude serait officiellement examinée. Point final. Aucune condition. L'unité de lutte contre la fraude aux prêts étudiants, sous la direction de Priyacha, a gelé les 2 comptes dans les 48 heures en attendant l'enquête. L'avocat de la succession, Monsieur Aldric Peya, a confirmé par email que l'acte de propriété original de 2024 resterait valide. À moins que mon père ne puisse produire des preuves de fraude de la part de ma grand-mère, ce qui, compte tenu de l'enregistrement audio désormais en possession du procureur de district, n'était pas une bataille qu'il était susceptible de gagner. À midi, exactement comme prévu, le 2e email est parti aux parents. À 2 des anciens investisseurs de Brandon. À un ami de la famille qui avait un jour co-signé un prêt pour lui. Je l'ai laissé partir. Ce n'était pas de la vengeance. C'était un dossier, date, transfert, documents scannés. Une chronologie construite assez simplement pour que même mon oncle Marc, qui a un jour perdu une voiture entière garée à une foire de comté et ne l'a pas remarquée pendant 6 heures, puisse la suivre du début à la fin. J'ai retiré tout ce qui était simplement embarrassant et n'ai laissé que ce qui constituait une preuve. Je voulais la vérité sur la table. Je n'avais pas besoin d'un feu de joie. Le soir, la fiancée de Brandon a renvoyé la bague de fiançailles par la poste. Elle avait été achetée avec l'argent de la fiducie. Elle aussi, un détail qui est ressorti lors de la phase de communication des preuves des mois plus tard. Elle m'a envoyé un seul message, « Je suis désolé de les avoir crus plus tôt que toi. » Les mois qui ont suivi n'ont pas ressemblé à un montage de film. La vraie justice, il s'avère, ressemble surtout à de la paperasse. Je travaillais au restaurant pour le service du petit déjeuner entre les cours. Et je remplissais des déclarations sous serment pendant mes pauses déjeuner. J'ai assisté à des réunions où des hommes en costume gris disaient des mots comme « détournement », pendant que je réprimais l'envie de dire le vrai mot à voix haute. Vol. J'ai emménagé dans une chambre de dortoir de la taille d'un grand placard. Et je l'ai aimé plus que n'importe quelle pièce de cette maison en briques. J'ai acheté un ordinateur portable d'occasion avec de l'argent que tante Renée insistait pour que je considère comme un prêt. Puis a catégoriquement refusé que je le rembourse. J'ai gelé mon crédit auprès des 3 agences et j'ai appris plus de choses sur les comptes séquestre que n'importe quelle personne de 20 ans ne devrait raisonnablement avoir à savoir. J'ai témoigné lors d'une audience civile dans le seul blazer que je possédais. Et quand l'avocat de mon père a suggéré,
sans sourciller. Que j'étais simplement une fille en colère exagérant un conflit familial. J'ai regardé directement la juge et j'ai dit, être en colère ne rend pas les documents faux. La juge n'a pas souri exactement, mais quelque chose dans son visage était d'accord avec moi. La maison a été placée sous protection judiciaire pendant que l'affaire de la succession était résolue. Mon père a finalement accepté un règlement qui a restauré la fiducie par la vente forcée d'actifs dont il avait, des semaines plus tôt, juré sous serment qu'il n'existait pas. Brandon a plaidé coupable pour les accusations de fraude au prêt. Car ses empreintes digitales étaient sur les preuves, littéralement et numériquement. Jusqu'aux métadonnées des demandes de prêt scannées. Ma mère a évité les poursuites pénales en coopérant pleinement à l'enquête de la détective Voss. Ce qui m'a blessé d'une manière que je n'avais pas prévue. La coopération, ai-je appris, n'est pas la même chose que les excuses. Elle a appelé une fois, des mois plus tard, pour dire qu'elle était fière de moi. J'espère qu'un jour, lui ai-je dit. Tu le penseras quand ça te coûtera vraiment quelque chose. Puis j'ai raccroché, et je n'ai pas pleuré. Et cela m'a surprise plus que toute autre chose cette année-là. 1 an plus tard, presque à la semaine près. Je me tenais devant la bibliothèque de l'université Ellison après mon dernier examen de 2e année. Le soleil était chaud. Mon sac à dos était trop lourd, comme toujours à la fin d'un semestre. Mon café était brûlé, comme toujours au restaurant. Ma vie était encore compliquée, encore chère. Encore loin de ce que les brochures glacées avaient promis. Mais elle était à moi. Tout, enfin, vraiment à moi. Ce matin-là, tante Renée m'avait envoyé une photo par texto. La vieille maison avait été vendue. L'argent est allé exactement là où ma grand-mère l'avait prévu, 14 mois avant sa mort. Et des années avant que quiconque d'entre nous ne comprenne pourquoi, mon éducation. La réparation de mon crédit, et un petit fonds de bourse portant son nom. Mis de côté pour les étudiants dont les familles traitent l'opportunité comme une monnaie d'échange au lieu d'un droit de naissance. Je me suis assise sur les marches de la bibliothèque et j'ai encore pleuré. Mais cette fois, j'ai aussi ri, en plein milieu. Ce qui est un soulagement étrange et spécifique dont personne ne vous prévient. Quelque part, je pouvais presque entendre sa voix, sèche comme toujours. Pas du tout impressionné par le temps que ça m'avait pris. Les gens me demandent parfois pourquoi je n'ai dit qu'un seul mot à cette table. Pourquoi je n'ai pas crié, pourquoi je ne me suis pas levé pour me défendre là, devant eux tous. Comme les gens le font dans les films. Parce que, très bien, n'a jamais été une reddition. C'était le bruit d'une porte qui se déverrouille doucement. Pendant que tout le monde dans la pièce regardait encore dans la mauvaise direction.